Avec le Trends Invest Challenge gratuit de Trends Tendance, tout le monde peut investir. Investissez 100 000 euros virtuels, gagnez 10 000 euros bien réels. Participez sur investchallenge.be. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes le lundi 28 avril et pour prolonger l'analyse d'hier, nous nous replongeons dans l'administration Trump, mais pour parler cette fois-ci de valeurs. C'est pas simplement l'arrivée de Trump, c'est le retour. On savait qu'il allait se passer des choses, mais à ce point-là, je pense qu'on peut l'avoir anticipé. Olivier Mouton reçoit Marek Hudon, professeur à Solvay, pour se concentrer sur les changements de valeurs profonds de l'administration Trump depuis le début de son second mandat. On peut observer un renversement des valeurs prônées par l'administration Biden. Z sur 7, l'info à ne pas manquer. Un expert interviewé par Trends Tendance analyse les racines d'une actualité forte. En quoi cette administration est-elle en rupture profonde avec la précédente ? La rupture, elle est totale, notamment sur toute la question de la manière de fonctionner, la manière dont cette administration fonctionne, que ça soit avec les autres dirigeants. On a encore cette image incroyable de Zelensky qui débarque à la Maison-Blanche et qui se retrouve encerclé par les médias, par des autorités américaines et un peu mis dans les cordes, mais aussi la manière dont l'administration Trump fonctionne, par exemple, dans cette question des droits de douane, qui est du jamais vu. Une brutalité, on peut parler de ça. Je voyais François Hesbourg, qui est un spécialiste de la géopolitique, qui disait c'est une brutalité qu'on n'a jamais vue dans l'histoire. Oui, je pense qu'en tout cas, la manière dont les choses sont faites est complètement imprévisible, dans le sens où on ne s'attend quand même pas à ce qu'il y ait des tels revirements de situation en 24 heures, 48 heures, des annonces sur des droits de douane substantiels. On parle de plus de 100% dans le cas, par exemple, chinois. Et puis derrière, un revirement quelques heures après, ça, c'est très brutal. Pourquoi c'est brutal ? Parce qu'en fait, ce n'est pas simplement un débat rhétorique ici, ce n'est pas un débat d'idées. C'est aussi des réalités économiques, financières qui sont très importantes. Et peut-être ce qui est notamment, qui est notamment interpellant ici, c'est qu'en fait, ce n'est pas simplement l'arrivée de Trump, c'est le retour. Ce qui est très interpellant, c'est que ce n'est pas la première élection de Donald Trump. C'est sans doute pour ça que, même si on savait, vu un petit peu la personnalité de M. Trump, mais aussi le fait qu'il avait eu un premier mandat qui n'était pas, on va dire, complètement lisse, on savait qu'il allait se passer des choses, mais à ce point-là, je pense qu'on peut l'avoir anticipé. Il y a une forme de revanche. Est-ce qu'il y a une revanche ? Oui, en partie par rapport à certaines choses qui se sont passées, ou des jugements, ou la perte aussi de l'élection entre les deux mandats. Oui, il y a ça aussi. Et puis après, ce sont des techniques, on en est aussi de l'ordre de la technique de négociation, qui sont du jamais vu à cette échelle-là, à ce niveau-là. On peut imaginer des techniques de négociation entre personnes, entre entreprises, quelquefois, avec des coups de bluff comme ça. On est presque au poker menteur ici. Mais dans des négociations internationales qui ont de telles implications, qui font que les bourses sont dans un tel yo-yo, qui créent une telle incertitude, c'est du jamais vu. Et alors, on peut aller au-delà, c'est-à-dire que est-ce que c'est une guerre qui est plus que commerciale, qui est aussi idéologique, culturelle, qui remet en cause un ordre établi ? Oui, ce qui est intéressant, en effet, c'est qu'à la fois, il y a un chamboulement sur les normes, la manière dont on fait diplomatie, la manière dont on fait commerce international avec des droits de douane qui font que même le FMI a pris position justement contre cette administration Trump en disant « Attention, là, il y a vraiment quelque chose de problématique ». Donc, il y a ce débat sur les normes, mais il y a aussi un débat sur les valeurs. C'est ça qui est intéressant. C'est cette conjonction assez incroyable de changement de normes, mais aussi un débat sur les valeurs. Et ça, on le voit à l'intérieur, finalement, des entreprises ou sur les pressions sur les entreprises, qui est, en fait, par exemple, cette lutte contre les politiques de discrimination ou les politiques de diversité. Oui, on a eu un exemple, d'ailleurs, en Europe même, où... alors, on a beaucoup parlé de ce cas-là, mais il y en a peut-être d'autres, mais où GSK, qui est quand même une entreprise mondiale, en Europe même, a changé sa manière de fonctionner et ses prescrits internes pour répondre aux injonctions de Donald Trump.
Là, à nouveau, c'est du jamais vu. Un État, et surtout les États-Unis, qui est quand même le pays de la liberté. Quand on voit la Constitution américaine, cette question de la liberté, elle est fondamentale, elle est identitaire. C'est quelquefois même, on sait, une tension entre les États-Unis et l'Europe. Par exemple, par rapport au traitement du Ku Klux Klan ou d'autres groupes. On sait qu'aux États-Unis, il y a une liberté qui était gigantesque, en fait. On laissait encore beaucoup plus de choses que chez nous. Là, on a en fait un revers de bâton qui est incroyable en termes d'identité américaine, qui est le fait qu'aujourd'hui, on va demander à des entreprises, au nom de valeurs, donc en fait, de restreindre leur liberté. Et donc d'arrêter un certain nombre de politiques qui font la promotion ou qui mettent en place directement plus de diversité, plus d'inclusion aussi. Et donc ça, c'est totalement nouveau. Et c'est incroyable qu'un géant comme GSK plie. Oui, alors oui et non, oui parce qu'en fait, on pourrait s'imaginer qu'en fait, un tel géant a les reins assez solides pour tenir bon. On voit que c'est un peu le même débat, on va peut-être en parler avec les universités, où certaines universités disent on tient bon même si on parle de montants substantiels. Non, parce que c'est quand même un énorme marché. Il est bien conscient du rapport de force. C'est qu'il se sait puissant, en fait. Tout à fait. Donald Trump n'est pas fou. Je pense qu'il y a vraiment un rapport de force extrêmement fort qui est fait. C'est une réalité, c'est en fait une piqûre de rappel sur ce rapport de force. Donc, on l'avait sans doute oublié à quel point on était dépendant militairement des Américains, à quel point le commerce international est important, y compris pour la Belgique. On le sait, on est un pays qui est tourné vers les exportations en grande partie. Donc, c'est une réalité qui était là. On était en fait toujours dans un gentleman agreement, dans cette idée de l'Europe et les États-Unis, c'est un tout culturel. Là, on a une piqûre de rappel qu'en fait, il y a un océan, comme il dit, qui nous sépare. Effectivement, vous avez parlé des universités. Là aussi, on a une confrontation qui est peut-être fondamentale. En fait, c'est peut-être la plus fondamentale dans tout ce dont on parle ici sur les valeurs. Elle est fondamentale pour le cas des universités parce que les universités reposent sur des valeurs fortes. Donc, on le voit aux États-Unis, chez nous, ces valeurs sont très importantes pour l'université. Mais j'ai envie de vous dire que ce n'est pas les seules. Qu'en fait, toutes les organisations, y compris les grandes entreprises comme GSK, annoncent des grandes valeurs. On a justement dans leur mission, le mission statement, des valeurs fortes. Combien de consultants ont été engagés pour justement aider les entreprises à définir leurs valeurs, et que ce qui est en fait, en effet, assez interpellant ici, c'est qu'en fait, ces valeurs-là, elles se retrouvent en partie balayées par une pression. Et donc, on peut se poser la question jusqu'à quel point ces valeurs sont vraiment des valeurs qui percolent dans l'organisation. Qu'est-ce que vont dire aujourd'hui les personnes qui travaillent dans ces organisations quand on va leur parler de diversité, quand on va leur parler de valeurs, et qu'une missive d'un gouvernement étranger a permis de balayer, ou en tout cas de remettre en question. Et donc ça pose la question de si ces valeurs-là sont d'un document juridique, ou est-ce que c'est vraiment quelque chose qui est de l'ordre éthique, donc de valeurs. Si on considère que c'est identitaire, que ces valeurs sont importantes pour ces entreprises comme pour les universités, il est logique qu'à ce moment-là, on tienne bon de manière plus ferme, en tout cas, que ce qu'on a vu aujourd'hui. Encore faut-il pouvoir le faire. On voit qu'il y a un combat qui est devenu symbolique avec l'université d'Harvard, pour lequel Donald Trump a annoncé plusieurs fois où on coupe les moyens. Il faut pouvoir avoir les reins solides pour assumer ce combat-là, non ? Oui, donc clairement. Alors on sait qu'il y a quand même pas mal d'universités américaines qui reposent sur beaucoup d'argent. Les endowments des anciens sont autrement plus importants que dans beaucoup d'universités européennes aussi. Donc oui. Et dans le cadre de ces universités, dans le cadre des entreprises qui ont les moyens de résister, c'est d'autant plus questionnant. Donc, je veux dire, une entreprise ou une université, une organisation qui a les reins solides, le fait qu'on change aussi rapidement de cap, c'est très interpellant. Par contre, on peut s'imaginer que le débat est beaucoup plus compliqué pour une petite entreprise qui n'a pas les reins solides, qui se retrouve complètement liée au marché américain. Là, en tout cas, le débat est plus important. Même si, à nouveau, ne sous-estimons pas l'impact en termes de valeur et en termes de dynamique interne. Je pense que ce qui pourrait être vu de l'extérieur comme une simple mention sur une page internet du site
peut aller beaucoup plus loin en termes de dynamique collective, de dynamique de groupe, de qu'est-ce qu'on fait ensemble en fait. Et on sait aujourd'hui à quel point, notamment pour les jeunes générations, pour les recrutements notamment, ouais. Clairement, les sociologues des organisations, tous ces sociologues qui travaillent sur les entreprises l'indiquent très clairement qu'avec les nouvelles générations, en fait, il y a une manière de fonctionner très différente et qui n'hésitent pas à partir. Clairement, on a les chiffres aussi qui montrent qu'il y a des turnovers beaucoup plus importants à cause de ça. Et donc, on ne s'étonne pas que, de la même manière qu'on a quelquefois des jeunes qui quittent des entreprises à cause des énergies fossiles, par exemple des ingénieurs, là, on risque d'avoir aussi des départs à cause de ces revirements très rapide, sans qu'il y ait de débat interne important, on aurait pu imaginer une consultation interne, on aurait pu imaginer plein de manières de gérer ça. Je ne dis pas que le débat est facile, je comprends bien qu'il y a évidemment une vulnérabilité économique, mais il y a d'autres manières de le faire que simplement retourner Kazakh. Est-ce qu'il y a une volonté de mettre par terre ces institutions de la part de l'administration Trump ? Alors, je pense que l'administration Trump travaille particulièrement sur ce qu'on va appeler les institutions en sciences économiques ou même en sociologie, en sciences politiques, qui sont en fait ces normes de fonctionnement formelles, informelles, etc. Quand on met à mal aussi, de manière aussi importante, la manière dont on fait diplomatie, les organisations internationales, l'OTAN, mais aussi tout ce qui est organisation des Nations Unies, il l'avait déjà fait la fois passée, mais ici c'est encore plus important, mais aussi des administrations fermées comme ça en quelques jours, notamment l'USAID, enfin tout ce qui était... C'est impressionnant. Et donc là, on est vraiment dans une lutte contre des institutions. Ce qui est interpellant, c'est qu'il y a notamment les derniers prix Nobel économiques, travaux d'Acemoglu, de Robinson, montrent à quel point ces institutions, ces normes formelles, informelles sont importantes pour avoir un développement, un bien-être dans l'histoire, en fait, des pays. Ici, on a pour la première fois... Donc on parle de quelque chose de fondamental, en fait. Oui. C'est crucial. Ce qui est intéressant, en fait, à observer pour le chercheur que je suis, c'est qu'en fait, on a un pays où des institutions étaient fortes qui sont en train d'être démantelées. Par le pays lui-même, par l'État lui-même. Exactement. On n'est pas dans le cadre d'une intervention extérieure qui envahit le pays. On n'est pas en Ukraine ici ou dans d'autres. Ici, c'est un pays en tant que tel qui prend ces décisions-là. Qui se saborde quelque part. Et ce qui pose en fait la question du coup de jusqu'à quel point ces institutions vont être capables, vont pouvoir résister. On parle de la Cour suprême qui a commencé alors qu'elle est majoritairement républicaine, nommée par des dirigeants républicains, à dire halte là sur un ou deux dossiers. Est-ce que les autres institutions, est-ce que la société civile américaine va résister ? Est-ce que les acteurs économiques, on voit cette instabilité boursière, en général, on sait que l'acteur économique, il n'aime pas l'instabilité, il aime bien savoir quand il y a des gros investissements, à quelle sauce il va être mangé. Et donc ici, ça va poser cette question de la résilience des institutions. Est-ce qu'il va y avoir une organisation qui va faire que ces institutions, ces organisations publiques, privées, vont tenir bon, vont se révolter à un moment en disant « stop, ça va trop loin ». Cette prise de position du FMI qui dit l'administration Trump devient problématique au niveau international, elle n'est pas anodine. Donc là, on parle d'il y a quelques jours, le chief économiste de FMI, c'est pas rien. Je veux dire, qui aurait dit ça il y a quelques mois, quelques années ? Je pense que c'est jamais vu dans le cadre d'une critique d'un gouvernement américain, européen, ou alors on est dans des cas d'extrême droite, Orban par exemple. Donc là, on est dans une situation qui est totalement exceptionnel. Oui, parce qu'on sait que, vous avez dit tout à l'heure, c'est un retour de Donald Trump. Cette fois-ci, il n'y a plus beaucoup de contre-pouvoirs. Il a la majorité dans les assemblées. La Cour suprême, elle est largement acquise à sa cause. Donc on sent qu'il y a une capacité d'agir peut-être qu'il n'avait pas auparavant. La question, c'est de savoir qui peut se révolter, c'est ça ? Oui, alors c'est sans doute pas anodin, le fait qu'il ait la majorité dans les deux chambres au Sénat, qu'en effet il y ait la Cour suprême, ça pose en effet la question du contrepoids. Bon, après, la société américaine a montré quand même dans l'histoire des capacités assez incroyables aussi de résilience. Donc je pense qu'il y a d'autres phénomènes, il y a quand même des dialogues qui continuent à être établis entre les démocrates, les républicains. Il faut pas s'imaginer que en fait, de manière uniforme, tout le monde est derrière Trump. Les États-Unis sont multiples, on le sait. Un État comme la Californie est très différent qu'un autre État comme le Texas, par exemple. Donc il faut bien quand même nuancer ceci, mais ça pose la question en effet du contre-pouvoir qui va émerger. Lequel ? Difficile de le dire à cette heure-ci. Et est-ce qu'on pourrait se dire que Donald Trump veut provoquer un effet de sidération
pour obtenir des deals. Il est toujours très fier de son bouquin L'art du deal qu'il avait publié il y a un certain nombre d'années. Certains disent, bah oui, en fait, c'est de la provocation pour obtenir une réaction de la part de ses protagonistes adversaires, voire alliés. Est-ce que c'est une thèse que vous voyez aussi ? Je pense que c'est assez indéniable que c'est une technique de négociation. Quand on voit ce qui est en train de se passer sur les droits de douane, avec ces annonces qui sont, à mon avis, plus tirées des communicants avec ce visuel, avec ce tableau, avec les pays, c'est quand même inimaginable. Si on prend un peu de recul, avec les pays et les montants derrière, tout ça est juste extraordinaire. Quand on voit ceci, et puis ce revirement, on peut se dire qu'en fait, oui, en partie, on pourrait se dire que ça peut être une erreur, mais en grosse partie, je pense que c'était des techniques de négociation. C'est un effet choc où tout le monde se rend compte, tiens, qu'est-ce qui se passe s'il n'y a plus les États-Unis en face ? Et donc, c'est un cadrage. On sait que dans les techniques de communication aujourd'hui, c'est très fréquent. C'est cadrage, recadrage. C'est un cadrage très clair de la négociation pour dire, voilà, imaginez-vous, tout d'un coup, qu'est-ce qui se passerait si, en fait, c'est ça qui se passait ? Si tout d'un coup, en fait, vous avez ce droit de l'âne qui est imposé. Ouf ! On n'a jamais imaginé, et donc je pense que oui, ça fait partie de ça. Mais ce que je retiens de ce que vous dites, c'est quand même que les normes sont malmenées et que ça peut être ça, un effet profond, quoi. Oui, et aujourd'hui, bien malin celui qui est capable de savoir qu'est-ce qui va se passer dans quelques mois, dans quelques années, quel va être l'impact à court terme, mais aussi à moyen terme, à long terme, si on n'a plus confiance dans ces institutions. Je sais pas vous, mais quand je traverse la rue, il y a un certain nombre de choses qui me disent que en fait, les personnes ne vont pas m'écraser, que s'il y a un problème, il y a la police. Que, si on n'a plus confiance dans les institutions, si je ne sais pas qu'il y a une administration qui va être en charge, que ces gens-là, ils travaillent, c'est très compliqué. En fait, on est en stress permanent, et ce stress permanent, on peut le tenir quelques jours, quelques semaines, mais sur le long terme, il n'est pas possible. Et donc, il va falloir une manière ou une autre d'atterrir, parce que sinon, on va avoir une société particulièrement anxieuse, encore plus. L'administration Trump a donc redéfini les règles du jeu, non seulement sur le plan géopolitique, mais aussi dans le monde économique et culturel. Entre rupture brutale, pression sur les institutions et remise en question des valeurs, c'est tout un équilibre qui vacille. Reste à savoir si les entreprises, les universités et plus largement nos sociétés auront les ressources et la volonté de tenir bon. Merci de votre écoute et belle semaine en notre compagnie. Salut, ici Warren Buffett et je vous invite à participer gratuitement au Trends Invest Challenge parce qu'avec Trends Tendance, plus rien ne vous retient d'investir. À moins d'avoir une excuse bidon comme celle de Valérie. J'ai plus d'argent à investir. Valérie, pas besoin d'argent. Vous recevez 100 000 euros d'argent virtuel pour vous lancer. 100 000 euros. Allons. Le Trends Invest Challenge de Trends Tendance. Investissez de l'argent virtuel, gagnez des prix bien réels. Participez sur investchallenge.be.